La France est sous les feux de la rampe alors qu'elle accueille les Jeux olympiques avec la cérémonie d'ouverture peut-être la plus controversée de l'histoire. Les trains ont été sabotés le premier jour. L'équipe olympique israélienne est sous protection 24 heures sur 24. Et par ailleurs, les Français viennent de vivre des élections législatives mouvementées sans pour autant savoir qui sera Premier ministre. Alors, aujourd'hui, nous allons découvrir ce que les JO révèlent de la France. Bonjour et bienvenue dans Trumpet World, en français, une toute nouvelle émission vidéo de la trompette.fr. Cette émission, qui sort 2 fois par semaine, vous présente les nouvelles les plus importantes du monde entier. Tout au long de cette émission, des invités de notre équipe et d'ailleurs nous rejoindront pour donner une perspective globale sur les actualités les plus importantes, le tout basé sur une perspective biblique. Les Jeux olympiques sont souvent l'occasion d'en apprendre plus sur le pays hôte, mais cette année c'est un peu différent. Normalement, les hôtes font de leur mieux. Il y a 12 ans, lorsque le Royaume-Uni a accueilli les JO, nous avons consacré un numéro entier à regarder en coulisses des JO. Pendant les Olympiques, il y a toujours une atmosphère plutôt géniale, mais en coulisses, il y avait des indications que la société elle-même était en train de s'effondrer. L'histoire de la France est un peu différente car vous n'avez même pas besoin de regarder au-delà du spectacle. Quand vous voyez le drapeau olympique hissé à sens envers, vous vous rendez compte de l'état des faits. Tout le monde peut constater la division, le dysfonctionnement qui gangrène la France. Cet après-midi, je me retrouve en compagnie de l'un de nos correspondants européens, Josué Michel. Josué et moi suivons l'actualité française depuis plusieurs années. Commençons donc par jeter un regard sur la France moderne dans son ensemble et sur ce que nous avons vu jusqu'ici. Bonjour Monsieur Michel. Bonjour, et merci de m'avoir invité. Considérons tout d'abord non seulement la France et Paris, mais aussi Emmanuel Macron, le président de la République. Notre rédacteur en chef, Monsieur Fleury, a attiré l'attention sur lui en raison de ses propos audacieux à l'encontre des États-Unis en particulier. Macron veut construire sa propre armée européenne. Il veut une puissance européenne. Et beaucoup se souviendront que, juste après son élection en 2017, il a prononcé un discours sur la façon dont il voulait transformer la France. Il a prononcé un discours sur sa volonté de transformer l'Europe et d'en faire une superpuissance. Maintenant, il organise les JO dans son propre pays. C'est donc une excellente occasion de montrer la grandeur de la France et de l'Europe. Il désire montrer la tradition européenne, mais aussi la modernité de l'Europe. Mais en même temps, il y a ces bévues très médiatisées. À mon avis, beaucoup d'entre elles mettent en évidence le dysfonctionnement social de la France. Nous avons d'ailleurs publié un article dans le prochain numéro de La Trompette sur les divisions sociales que nous avons observées lors des élections. C'est ce qu'on voit actuellement. Tout a commencé le vendredi, jour de la cérémonie d'ouverture. On espérait exposer toutes sortes d'objets culturels différents de manière éclatante. Et c'était à ce moment-là que nous avons appris que les trains avaient été sabotés. Ce serait l'extrême gauche derrière les actes de sabotage. Ce n'est pas tout à fait confirmé, mais déjà la division sociale se manifeste. Le pays a dépensé 1 milliard d'euros pour nettoyer la Seine afin que les gens puissent y nager. Mais la date d'ouverture a été reportée à plusieurs reprises. Le triathlon a été reporté parce que l'eau était trop sale. Il y a eu un gros truc que Macron a fait sur les réseaux sociaux, disant qu'il allait nager dans la Seine. Je ne suis pas certain qu'il l'ait fait. De nombreux Français ont alors promis de souiller la Seine de diverses manières créatives. Mais toutes ces choses ont mis en lumière les tensions sociales. Avant, le sport unissait les gens. Tout le monde se rallie à quelqu'un qui court vite ou qui sait faire des exploits d'athlétisme incroyables. Alors cela n'avait rien à voir avec le monde politique. Mais maintenant ça change, tant en Europe que dans le reste du monde. Je pense que c'est un point très intéressant, à la fois en tant que phénomène français et en tant que phénomène international. Macron se sert publiquement de cette idée de la gloire française pour se renforcer politiquement. Donc, tout ce qui va à l'encontre de cette idée est presque une attaque contre lui. Par contre, je n'avais pas réfléchi à la dimension internationale des JO. Il y a bien sûr l'exemple de la Russie, qui s'est vue exclure en raison de sa guerre en Ukraine et du dopage de ses athlètes.
Mais maintenant, il devient de plus en plus difficile de ne pas mêler la politique à ce genre de choses. Et puis, il y a Israël. À mon avis, l'accueil que certains athlètes israéliens ont reçu est absolument choquant. C'était peut-être moins grave que ce que certains craignaient. Il y a eu un match de football contre le Mali récemment, où les images ont montré une minorité de manifestants palestiniens qui ont réussi à entrer dans le studio. Et il semblerait que sur la vidéo, ils aient scandé Heil Hitler, ce qui est tout simplement inacceptable. Mais ce qui m'a semblé encore plus choquant, ce sont les déclarations des députés français qui ont déclaré que la délégation israélienne n'était pas la bienvenue à Paris, et que les athlètes israéliens n'étaient pas du tout les bienvenus à l'aéroport de Paris. Les athlètes israéliens ne sont pas du tout les bienvenus aux JO de Paris. Un autre député du même parti a déclaré que le drapeau israélien taché du sang des innocents de Gaza ne devrait pas flotter à Paris cet été. Vous avez donc raison, tout devient politisé et le monde est plus divisé que jamais. Et donc, oui, ce qui était autrefois une célébration de l'unité est en train d'être gangréné par nos divisions parce qu'elles sont si profondes. Pour en revenir à la cérémonie d'ouverture, je pense qu'il s'agit là d'un autre élément qui montre les profondes divisions au sein de la France. Pour moi, la partie le plus controversée de cette cérémonie a été la tentative de récréer la scène. Il y a eu plein de débats par la suite. Je n'ai pas vraiment l'intention de me pencher trop sur cette affaire et les accusations qui l'entourent, et de savoir s'il s'agissait bien de la scène ou d'un autre tableau représentant les dieux grecs. Mais ce que je sais, c'est qu'on a vu une femme de forte corpulence qui devrait représenter Jésus-Christ. Des transsexuels représentaient les disciples. C'est ainsi que certains l'interprètent. L'idéologie de la tolérance suscite beaucoup de divisions en France en ce moment. Et les dirigeants français veulent accueillir le monde en disant que c'est normal. Ils disent que tous devraient se rallier à cela. Si vous intégrez ce thème au JO, ça dit au monde entier de soutenir ce message. C'est vrai. Eh bien, ces images sont assez choquantes, quelle que soit la façon dont on les explique. La Conférence des évêques catholiques de France a déclaré, et je cite, « Cette cérémonie a malheureusement inclus des scènes de dérision et de moquerie du christianisme, ce que nous déplorons très profondément. Nous pensons à tous les chrétiens de tous les continents qui ont été blessés par l'outrance et la provocation de certaines scènes. Je ne suis pas surpris que les gens soient offensés par ces scènes. J'ai été surpris de voir Macron, qui est plutôt avisé sur le plan politique, quelle que soit l'opinion que l'on a de lui, sembler approuver ces scènes. Eh bien, je n'ai pas vu de critique. Il avait l'air de dire « Oui, j'ai trouvé la cérémonie d'ouverture des JO formidable ». Et je pense aussi que cela est très directement lié à la politique française. Pour revenir à l'élection qui s'est déroulée quelques semaines auparavant, le parti clé de cette élection était le Rassemblement national. Ce parti, qui a connu une histoire sous la direction de Jean-Marie Le Pen dans les années 90, s'appelait le Front National et était en quelque sorte anathème. Personne ne voulait travailler avec ce parti. Personne ne voulait former de coalition avec lui. Il était considéré comme antisémite. Jean-Marie Le Pen a fait des commentaires assez scandaleux à ce sujet. Depuis, sa fille a pris le relève et l'a orienté dans une direction très différente. Elle a rebaptisé le parti et a exclu son père. Mais il y a encore beaucoup de gens en France qui regardent ça et qui se demandent « Est-ce que c'est du marketing? Est-ce que c'est faux? Ou bien ce parti a-t-il vraiment changé ?» Le parti n'a plus la même apparence et il tient un discours différent. Mais ces gens ont-ils vraiment changé? C'est un débat qui fait rage depuis des années. Ce parti est arrivé en tête lors des élections législatives européennes. Emmanuel Macron a immédiatement tenu des élections législatives et a remporté le premier tour, car le parti de gauche et le parti de Macron ont fait front commun. Ils ont donc réussi à exclure le RN du pouvoir au second tour, bien que le RN ait obtenu le plus grand pourcentage de voix. Mais tout au long, on s'est demandé quelle était l'attitude des catholiques de France à l'égard du Rassemblement national et à l'égard de Madame Le Pen. Elle a beaucoup dit que le RN est le parti des catholiques de France et qu'elle défendrait le catholicisme. Eh bien, beaucoup de catholiques se sont méfiés face à cela en raison des antécédents du parti. En revanche, nous devons tenir en compte que la cérémonie d'ouverture des JO est apparemment approuvée par Macron. Donc, cela pourrait devenir un tournant majeur si les catholiques de France jugent que le RN est le moindre de deux maux.
Pendant le mandat de Macron, nous avons vu l'Église catholique jouer un rôle de plus en plus important dans la politique française, ce qui est assez remarquable car la France possède certaines des restrictions les plus strictes au monde quant à la laïcité. Cela commence déjà à changer. On peut donc considérer cela comme un tournant majeur dans le rôle de l'Église catholique au sein de l'État français. C'est en effet très intéressant à observer, surtout si l'on considère le durcissement d'importantes parties de la société à l'égard de l'immigration, des LGBTQ, du changement climatique. Ce durcissement est de plus en plus prononcé et les gens se radicalisent. Le centrisme n'apparaît presque plus sur l'échiquier politique, car de nos jours, la polarisation est la seule façon d'attirer les électeurs. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on assiste à la renaissance d'un mouvement catholique plus traditionnel. En même temps, il y a des mouvements qui affirment que c'est l'Église catholique qui doit changer, et le pape François est de cet avis, ainsi que d'autres. Ce que je trouve intéressant, c'est que certains ont comparé ce que nous avons vu à Paris à une nouvelle Babylone. Et si l'on y réfléchit bien, cela décrit assez bien la situation, car Babylone a été le berceau de la civilisation. Beaucoup d'éléments de notre culture ont vu le jour à Babylone. Beaucoup de choses modernes viennent de Babylone. Mais c'est aussi le cas des religions, dont beaucoup remontent à Babylone. Babylone semble donc être le point commun. Je pense que cette idée de polarisation, à la fois dans le monde et en France, est un thème très intéressant que je ne m'attendais pas nécessairement à aborder. Mais les gens ont été poussés vers ces extrêmes. Nous observons de près cette tendance en France et en Europe dans son ensemble. Depuis des années, Gérald Fleury, rédacteur en chef de La Trompette, et Herbert Armstrong avant lui, ont prédit que le christianisme retrouvera ses racines catholiques. Et il y a des prophéties bibliques vraiment détaillées dont nous parlerons dans quelques minutes. Je vais expliquer cela dans quelques instants. Ces dernières années, l'Europe a passé d'un extrême à l'autre. C'est ce que nous avons vu lors de la cérémonie d'ouverture. Cela aurait dû être un événement pour tout le monde, pour la famille, quelque chose que le pays tout entier peut soutenir. Il y a pourtant certains qui ont des opinions très extrêmes et qui veulent imposer sur tout le monde leurs propres opinions. C'est ce que nous avons vu. Et je pense que nous assistons à un contre-coup qui va conduire exactement à ce qui a été prophétisé. En ce moment, il est facile d'avoir l'impression que c'est le mouvement woke qui a le vent en poupe, qui a tout le pouvoir. Mais je pense que si vous regardez cela de plus près, vous pouvez voir le contre-coup se profiler à l'horizon. Et je pense que c'est vraiment au cœur de tout ce qui se passe en France. J'aimerais également parler dans un instant de l'Allemagne, où le pays se dirige vers une véritable crise, et le résultat de cette crise sera également un grand bouleversement. On assiste à une crise de division sociale au sein de plusieurs pays, une crise de délinquance avec un risque de terrorisme dont nous avons déjà parlé un peu. Des menaces auraient été proférées à l'encontre de l'équipe israélienne. Les autorités israéliennes ont prévenu que l'Iran tentera de prendre les JO pour cible. Tout cela conduira à une Europe très différente, une Europe beaucoup plus autoritaire, soumise à des hommes forts. Et je pense que cela commence déjà avec Emmanuel Macron. Mais nous verrons également une Europe beaucoup plus religieuse. Je pense donc que ce que nous voyons en France, ce n'est que le commencement de ce contre-coup. Et les JO ne sont pas non plus le seul grand événement sportif de l'été. Il y a eu aussi l'Euro, en Allemagne. Josué, vous étiez sur place en Allemagne pour certains de ces matchs, pas nécessairement pour aller voir les matchs, je devrais préciser, mais pour d'autres raisons. Vous avez écrit un article dans lequel vous faites part de vos impressions et de la réaction de l'Allemagne. En France, certains éprouvent de la honte face à la cérémonie d'ouverture des JO. Et vous avez écrit que la même chose s'est produite avec l'Euro en Allemagne. J'ai effectivement regardé quelques matchs, mais pas dans un stade. Je ne veux pas donner à nos auditeurs l'impression que Josué ne fait que voyager partout en Europe et assister aux matchs de football. Et oui, et être payé également. J'étais en Allemagne pour différentes raisons, mais aussi pendant plusieurs différents voyages. Lors de l'un d'entre eux, je me suis rendu dans le sud de l'Allemagne, plus précisément dans des villages, et ils étaient en parfait état. Les enfants jouaient encore dans les rues. C'était vraiment une scène magnifique. Il y a tant de choses merveilleuses en Allemagne qui sont encore très ordonnées et très structurées. Mais si vous allez dans certaines villes, vous voyez le déclin culturel, la pollution et la délinquance. J'ai lu beaucoup de choses sur l'une de ces villes, mais je n'avais pas vraiment réalisé
que j'avais réservé un hôtel en plein centre de l'un de ces points chauds de criminalité. Auparavant, j'étais de l'autre côté de la gare centrale de Francfort quelques jours. Puis je suis passé à un hôtel de l'autre côté, et je n'en ai pas cru mes yeux. La rue entière était remplie de migrants, et je ne me sentais pas en sécurité. J'étais là avec ma femme et notre petit enfant de moins d'1 an, et nous ne nous sentions pas en sécurité. Plus tard, j'ai fait des recherches, et j'ai découvert que le propriétaire de l'hôtel avait été interviewé par certains médias sur ce qui se passe dans la rue. Mais pour l'essentiel, il s'agit de beaucoup de trafiquants de drogue, de beaucoup de criminalité. Nous n'avons pas beaucoup vu la police, bien qu'il s'agisse de la principale gare de Francfort, qui accueillait quelques matchs de l'Euro 2024, alors de nombreux voyageurs internationaux ont vu cet endroit. Ils ont été accueillis par une scène de criminalité. J'ai lu que de nombreux Britanniques étaient sidérés, étonnés de ce qu'ils voyaient. L'Allemagne était auparavant connue pour être bien réglée, organisée, pour respecter la loi. Les villes étaient belles et propres. Ce n'est pas la Seine qui a accueilli ces voyageurs, surtout à Francfort, et des problèmes très similaires existent dans d'autres villes. À vrai dire, c'est triste. Comparez cela avec le passé. Pensez à ce que désirent les Allemands. Tout le monde veut se sentir en sécurité et habiter un lieu qui est propre. Alors, on comprend pourquoi ils désirent un changement, un leadership différent, plus de sécurité dans la rue, et ainsi de suite. Dans votre article, je crois que vous avez écrit que Bild, l'un des plus grands journaux allemands, qualifiait cela de honte pour l'Allemagne, ce qui m'a vraiment frappé parce que le fait d'organiser l'euro était une grande source de fierté pour le pays. Et les Allemands avaient vraiment honte que les gens viennent dans leur pays et voient ce désordre. Selon moi, ces événements sportifs ont mis en évidence un grand nombre de problèmes en Europe. En Allemagne, on voit comment la migration transforme les villes et comment le taux de criminalité augmente. On a vu des choses similaires en France et vous pouvez certainement vous demander si le problème de l'antisémitisme en France est d'origine locale ou importée. Je crois qu'il s'agit de tous les deux. Une grande partie de ce problème est liée aux partis soutenus par les migrants. Citons également l'islam radical, la division sociale, le déclin moral. Tout cela est vraiment mis en évidence par les JO. Maintenant, nous allons éclairer un autre aspect de la question, alors que nous nous penchons sur l'avenir de ces pays. Je vous présente Abraham Blondeau de notre bureau canadien. Bonjour Abraham. Bonjour et merci de m'avoir invité à l'émission. Je vous en prie. Les JO servent à nous donner un aperçu et une vue d'ensemble de la France, mais ils peuvent aussi nous donner un aperçu d'une période historique. Et en ce moment, vous faites des recherches dans ce domaine. Nous observons l'ascension du Saint-Empire romain prophétisée à partir de l'Union européenne. Là encore, je reviendrai bientôt sur ce sujet de manière plus détaillée. Dans le passé, une résurrection antérieure de cet empire a profité des JO pour se manifester aux yeux du monde entier, ce qui nous a beaucoup appris sur cette période. Ces JO montrent donc ce qui manque vraiment à la France et à toute l'Europe. Le contraste entre ces deux JO en dit long sur l'état de l'Europe. Et votre article va porter sur ce point, n'est-ce pas ? Oui, c'est exact. Et je pense que la discussion a été fascinante jusqu'ici, car beaucoup de ces thèmes que vous et Josué ont explorés soulignent vraiment qu'il y a une similarité avec l'histoire. Ces événements modernes que nous voyons se dérouler en France pendant les JO, ces mêmes sentiments de frustration envers la classe dirigeante et de polarisation, le tout était présent lors de la dernière résurrection du Saint-Empire romain. Je parle bien sûr des JO de 1936 tenus à Berlin. Regardez des photos de ces JO. Pour nous, à l'ère moderne, elles semblent presque dystopiques. Lors de la cérémonie d'ouverture, on voit les drapeaux rouges de la croix gammée accrochés juste à côté des drapeaux olympiques. Pendant la marche olympique, lorsque toutes les nations défilent, tout le monde salue Adolf Hitler. C'est quelque chose qui nous semble si invraisemblable. Mais à l'époque, au JO de 1936, Hitler avait l'occasion de faire la promotion du Troisième Reich, lui et son ministre en chef de la propagande, Joseph Goebbels. Tous deux voulaient vraiment profiter des JO pour montrer la renaissance de l'Allemagne. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne se sentait humiliée. C'est à ce moment-là que le régime hitlérien est devenu légitime aux yeux du monde. Toutes ces nations sont venues à Berlin. Cela a montré la renaissance de l'Allemagne après des décennies de faiblesse et d'opprobre dues à la perte de la Première Guerre mondiale. Et tout le monde a vu une nouvelle Allemagne,
une Allemagne forte, confiante et résurgente, capable d'éblouir le monde. Et c'est exactement ce qu'Hitler a cherché à faire au JO de 1936. Je pense qu'il s'agit là d'une comparaison intéressante. C'est un autre rôle que les JO peuvent jouer, à savoir refléter ou modifier comment la nation est perçue. C'est fascinant de comparer le rôle et la perception de l'Allemagne en 1930 par rapport à la France. Sur le papier, la France était perçue comme la puissance la plus forte entre les deux. Selon presque tous les chiffres dont on dispose des années 1930, et surtout en ce qui concerne la force militaire, la France était perçue comme la plus grande puissance. Mais en même temps, il y avait une confiance indéniable au sein de l'Allemagne sous Adolf Hitler qui n'existait pas en France. Et bien entendu, la France des années 1930 était en proie à une profonde division. À cette époque, la France possédait encore un empire mondial, comptant 80 millions d'habitants et s'étendant sur plus de 10 millions de kilomètres carrés. C'est en 1936 que Léon Blum devient le premier dirigeant socialiste français, et vous avez des divisions similaires. La droite française détestait tellement M. Blum qu'il y avait un slogan « Mieux vaut Hitler que Blum ». Je pense qu'il y avait des aspects révoltants des socialistes, mais aussi de leurs adversaires. Ainsi, alors que l'Allemagne, sûre d'elle, piétinait l'Europe, la France était paralysée par ses propres divisions internes. Elle était rongée par la violence politique. Il y avait aussi une forte tendance à l'antisémitisme. Avant Blum, il n'y avait jamais eu un Premier ministre juif. Et une partie de la nation s'est opposée à lui à cause de cela. Il existe donc des parallèles intéressants. Une fois de plus, l'Allemagne domine l'Europe, non pas militairement, mais par le biais de son économie. Elle est vraiment la puissance dominante en Europe. Sur le papier, il y a beaucoup de choses en faveur de la France. Peut-être pas sur le plan économique. En revanche, jusqu'à récemment, la France dépensait plus sur la défense que l'Allemagne. La France semblait très bien placée pour former une coalition avec d'autres pays comme l'Espagne et l'Italie, voire pour imposer sa volonté à l'Allemagne. Mais elle ne s'oppose pas fondamentalement à l'Allemagne parce qu'elle est divisée. Je pense donc que l'année 1936 présente des parallèles intéressants. Mais dans votre article, je pense que vous aviez l'intention de parler de la façon dont ces JO montrent ce dont l'Europe a vraiment besoin aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et je dirais également une chose. C'est intéressant de constater qu'il y a 100 ans, Paris a organisé les JO, c'est-à-dire en 1924. C'était censé mettre en avant la culture française. Et je pense que la France a réussi. Pourtant, l'Allemagne a fait bien mieux en 1936. Aujourd'hui, personne ne se souvient des JO de 1924 à Paris, car c'était les JO de Berlin qui ont vraiment représenté une avancée vers la modernité. Une grande partie des cérémonies et de la couverture médiatique que nous connaissons aujourd'hui revient à 1936, et c'est Hitler qui a popularisé le parcours de la flamme olympique. Les JO de 1936 étaient les premiers à être diffusés à la télévision et à la radio en même temps. Alors, Hitler en a profité pour atteindre le monde entier, et comme vous l'avez dit, il s'agissait vraiment de préparer l'avenir. Je voudrais commencer par cette belle citation, tirée de l'une de nos brochures. Elle est tirée de l'Allemagne et le Saint-Empire romain, par notre rédacteur en chef, Gérald Fleury. À propos d'Adolf Hitler et du Troisième Reich, il dit: La sixième tête est sortie de la clandestinité. Cela implique que la majorité du monde ignorait son existence. La bête, d'Apocalypse 13, dont nous parlerons dans un instant, profite énormément de l'ignorance du monde. La tromperie est son arme la plus efficace, selon la Bible. C'est ainsi qu'elle vainc ses amants. J'ai trouvé que c'était un excellent résumé du régime d'Hitler, parce qu'il a utilisé la tromperie, la propagande et le monde était naïf. Ils ignoraient les intentions d'Hitler, mais aussi l'héritage du Saint-Empire romain, incarné par Hitler. Et nous voyons ce phénomène se reproduire. En 1936, Hitler représentait cette nouvelle confiance, ce retour à l'héritage qui avait toujours uni l'Europe. Aujourd'hui, les choses vont dans la même direction. Les gens sont mécontents de cette culture hédoniste qui s'est pleinement manifestée lors de la cérémonie d'ouverture à Paris. Une semaine avant, il y avait à Paris des perturbations et des violences de clandestins. Et cela montre vraiment que les dirigeants comme Macron ne savent même pas organiser un événement dans leur propre pays. Cela crée un énorme sentiment d'embarras et d'insatisfaction. Nous assistons donc à un contre-coup en herbe. Si cet hédonisme et culture socialiste moderne ne peut pas unir l'Europe, qu'est-ce qui le fera?
C'est la culture du Saint-Empire romain qui le fera. C'est la relation entre l'Église et l'État. Et vous l'avez vu, comme vous l'avez dit, avec l'Église catholique qui se fait de plus en plus entendre et qui s'implique de plus en plus dans ces événements. Dans l'Allemagne et le Saint-Empire romain, M. Fleury avertit, et je cite, nous ne pouvons comprendre l'ascension de la septième tête que si nous comprenons la sixième. La sixième tête nous donne un aperçu palpitant de ce qui se passera, une dernière fois, dans un avenir proche. En comprenant les actions de la sixième tête, nous devons les multiplier par 20 ou 30. La Bible révèle que la sixième tête a un lien très étroit avec la septième. Fin de citation. Je trouve cette citation fascinante, parce qu'elle se rapporte vraiment à ce dont nous parlons ici, à savoir ces grandes manifestations de nationalisme. Ces grands spectacles, transmis au monde entier, comme par exemple la cérémonie d'ouverture, peuvent avoir un impact énorme pour faire basculer la culture dans la direction voulue, et peuvent unir les gens autour d'une certaine vision de l'Europe. C'est ce que nous avons vu en 1936 avec Hitler. Je pense que c'est un point très intéressant. Il y a une alternative toute faite, parce que je pense que beaucoup de gens qui ont regardé la cérémonie d'ouverture à Paris sont probablement repartis avec un sentiment de vide. Je n'ai pas regardé la cérémonie du début à la fin. J'ai vu des extraits, et la seule chose vraiment impressionnante que j'ai vue, c'était les feux d'artifice qu'on a déclenchés sur le pont. Mais pour un pays qui a tant de culture et d'histoire, et une longue histoire de talents artistiques, il n'y avait pas grand-chose. Il y a eu un ou deux de ces moments scandaleux dont nous parlons. Mais je ne pense pas qu'une grande partie des aspects positifs de la France y ait été exposés. Comparez cela aux cérémonies d'ouverture précédentes. Citons parmi d'autres la cérémonie d'ouverture à Londres. Il y avait des choses que je n'ai pas aimées, mais je pense qu'il y a eu également des moments d'inspiration. Et c'était même le cas avec la Chine et la Russie. Par contre, ce qu'a fait la France a laissé les gens dans la déception. Vous dites qu'il existe une alternative toute faite pour l'Europe qui a toute une culture riche et profonde. Pensez à la musique de Beethoven et de Mozart. Encore une fois, tout cela est louable et représente ce qu'il y a de mieux dans l'esprit humain. J'aimerais en parler un peu plus tard dans l'émission avec un autre de nos auteurs. Mais il y a aussi l'héritage du Saint-Empire romain, qui est étroitement lié à ces différents éléments. On voit donc bien que l'on cherche à s'approprier l'héritage du Saint-Empire romain. Et vous, Josué, vous avez beaucoup écrit sur ce sujet. Pas seulement la musique, mais les joyaux de la couronne du Saint-Empire romain aussi. L'héritage du Saint-Empire romain est une alternative à ce que nous avons vu lors de la cérémonie d'ouverture, et nous nous attendons à ce que l'Europe revienne subitement à cette histoire. Dans la reconstruction de Notre-Dame, nous avons vu comment cela a unifié un peu la France, car tous se sont ralliés à l'héritage catholique. Mais il y a un autre aspect du Saint-Empire romain auquel la gauche et la droite peuvent se rallier. Le Saint-Empire romain s'opposait par nature à la domination des anglo-saxons. Et aussi, d'autres empires européens se sont opposés à la montée en puissance des États-Unis. Bien entendu, ce n'était pas possible d'empêcher l'essor de ces nations. Hitler s'y opposait également. Si vous considérez les choses de ce point de vue, le Saint-Empire romain a quelque chose qui peut rallier les gens, à savoir que l'Europe a besoin de se relever. Nous savons que l'Église catholique ralliera les gens également. Ce sera cet empire unificateur qui s'opposera aux autres empires, ou les supplantera, qui sera plus grand qu'eux, et qui aura probablement cette vision unificatrice. Et c'est ce que nous voyons dans l'extrémisme de gauche qui s'oppose au capitalisme américain, ou dans l'extrémisme de droite qui s'oppose à d'autres éléments américains. C'est donc un facteur unificateur qui était également présent dans les résurrections du Saint-Empire romain. Je pense que c'est un point important. Cela s'accompagne d'une vision culturelle distincte, qui a des conséquences en matière de politique étrangère. C'est une sorte de vision impériale pour l'Europe, qui croit qu'elle pourrait jouer un rôle très différent dans le monde. Et je pense que c'est un bon point de départ pour ce dont je vais parler maintenant, à savoir le rôle de la France selon la Bible et ce que nous révèle la Bible sur ce qui arrivera en Europe. Alors Josué et Abraham, merci beaucoup d'avoir nous rejoints aujourd'hui. Nous allons voir ce que dit la Bible sur le rôle de la France et de l'Europe moderne. Que dit la Bible à propos de la France moderne? Autour du monde, il y a des millions de gens qui croient que Dieu s'implique personnellement dans leur vie. Ils prient Dieu et ils l'impliquent dans les étapes importantes de leur vie. Mais si Dieu s'implique dans la vie des individus et s'il peut écouter nos prières, alors s'implique-t-il dans les affaires des nations? Joue-t-il un rôle dans les événements mondiaux?
Bien sûr, Daniel 4, verset 17 dit qu'il gouverne dans le royaume de l'homme et qu'il choisit ses dirigeants. Dans Matthieu 24, Jésus-Christ fait référence à la prophétie biblique et aux dirigeants mondiaux. Il évoque des affrontements entre armées et d'autres événements mondiaux. Alors, la Bible a son mot à dire concernant les nations et dirigeants modernes. Mais croyez-vous ce qu'elle dit? Les gens ne parlent pas trop de la prophétie biblique car ils ne la comprennent pas. Ils ne comprennent pas les identités des nations dans la Bible. Mais notre livre gratuit, Les Anglo-Saxons selon la prophétie, par Herbert Armstrong, donne la clé qui décrypte cette compréhension. Monsieur Armstrong écrit « Cette clé est la connaissance de l'identité des peuples américains et britanniques, ainsi que celle des Allemands, dans les prophéties bibliques. Cette identification, surprenante et révélatrice, constitue la preuve la plus sûre de l'inspiration et de l'autorité de la Sainte Bible. Elle constitue en même temps la meilleure preuve de l'existence du Dieu vivant. Cette clé permet de décrypter le sort des nations. Alors, voici une histoire biblique cruciale à comprendre si nous voulons comprendre cette clé. La nation biblique d'Israël était composée de 12 tribus, les descendants des fils de Jacob, dont le nom a été changé à Israël. Au début, toutes ces 12 tribus étaient connues sous le nom d'Israël. Mais après la mort de Salomon, le royaume d'Israël s'est divisé. Juda est devenu une nation séparée, y compris Benjamin. Puis, les 10 tribus restantes sont devenues une nation distincte. Les 10 tribus au nord, c'est-à-dire toutes sauf Juda et Benjamin, ont été emmenées en captivité par la Syrie dans le 8e siècle avant notre ère. Ils finissent par disparaître de l'histoire. La nation de Juda a également fini en captivité environ 100 ans plus tard, mais elle est revenue. Et les Juifs modernes au Moyen-Orient sont en fait les descendants de cette tribu. Mais qu'en est-il des 10 autres tribus? Leur trace a été perdue. Les historiens croient généralement qu'elles ont été absorbées par d'autres peuples et qu'elles n'existent plus. Mais que dit la Bible? Allons à Genèse 49. Dans ce chapitre, nous trouvons un résumé détaillé des caractéristiques de chaque tribu d'Israël, en tant que peuple ou nation. Lisons Genèse 49, verset 1. Cela dit, Jacob appela ses fils et dit « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. » C'est donc une prophétie qui nous montre les caractéristiques de chacune de ces tribus dans les derniers jours. Alors, si ces tribus sont mortes, eh bien, la Bible a tort et n'est pas fiable. Si les tribus sont mortes, tout ce chapitre est inutile. Mais ce n'est manifestement pas le cas. Vous pouvez prouver que la Bible est exacte, qu'elle est fiable, et alors vous savez que ces tribus devraient exister quelque part. C'est ce que prouve Herbert Armstrong dans Les Anglo-Saxons selon la prophétie. Après avoir été emmenés en captivité par la Syrie, les tribus du Nord ont migré en Europe de l'Ouest. Le Royaume-Uni vient de la tribu d'Éphraïm et les États-Unis correspondent à Manassé. M. Armstrong en fournit la preuve dans son livre. Et l'un des points qu'il fait dans le livre, c'est que la France descend majoritairement de la tribu de Ruben. Dans Genèse 49, verset 3, nous trouvons quelques déclarations sur Ruben. Cela dit « Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. » Ruben est le premier-né de Jacob. Cela lui donne une certaine importance. Et comme le mentionne ce verset, il devrait être supérieur en dignité et en puissance. Et c'est précisément pourquoi la cérémonie d'ouverture a été une si grande déception. Ces grandes cérémonies sont typiquement le point fort de la France, et elle sait généralement prêter une certaine dignité à ce genre de spectacle. Mais au verset 4, on lit « Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. » La France est donc impétueuse ou instable. Lors de la cérémonie d'ouverture, on a vu cette tendance à la rébellion et à la révolution. Depuis 1789, la France a connu 14 constitutions et 5 républiques distinctes. On sait bien que les Français aiment manifester dans la rue. La France est donc une nation qui descend d'Israël. Et Ruben est le premier-né de Jacob. 1 Chroniques 5, versets 1 à 2, décrivent pourquoi Ruben n'a pas reçu la majorité des bénédictions. Or, la France reste important en tant que la tribu du premier-né. Il y a un autre sujet abordé par M. Armstrong dans son livre, c'est l'Allemagne. Cette dernière correspond à l'Assyrie, qui a emmené Israël en captivité.
Mais cette captivité a été prophétisée à plusieurs reprises avant qu'elle ne se produise, en 721 à 718 avant notre ère. Toutes ces prophéties sur la captivité avaient une double signification. Plusieurs d'entre elles décrivent également une époque de bénédiction et d'abondance qui devrait suivre la captivité. Cela ne s'est pas produit anciennement. C'est parce que ces prophéties portaient sur une captivité dans le temps de la fin et l'Assyrie du temps de la fin. Les nations modernes d'Israël seront de nouveau emmenées en captivité par l'Allemagne. Qu'est-ce que cela signifie pour la France ? Eh bien, passons au tout dernier livre de la Bible pour découvrir plus de détails concernant cette puissance européenne du temps de la fin dirigée par l'Allemagne. Apocalypse 17, verset 3 décrit une femme qui chevauche une bête. Dans le livre de Daniel, une bête symbolise un grand empire. Et le symbole reste le même ici, dans Apocalypse 17. C'est un empire qui est guidé par une femme, ce qui représente une église, selon le symbolique de la Bible. Il est donc question d'une énorme église, ayant des liens avec le monde politique. Cela désigne le Saint-Empire romain, dirigé par l'Église catholique. Apocalypse 17, verset 10, ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Alors ce Saint-Empire romain se lève, puis il tombe, mais il ressuscite de nouveau quelques décennies plus tard. En fait, c'est exactement ce que nous avons vu dans l'histoire de l'Europe. Une autre prophétie étonnante se cache dans ces versets. Au moment où cette prophétie est révélée, la 6e résurrection du Saint-Empire romain devrait être sur la scène. 5 résurrections sont déjà tombées et une reste à venir. Et Dieu a en effet révélé cette prophétie à M. Armstrong pendant l'époque d'Hitler et de Mussolini, la 6e résurrection du Saint-Empire romain. Notez ce détail concernant la toute dernière résurrection du Saint-Empire romain. Dans Apocalypse 17, verset 12, « Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. » Donc, lors de cette toute dernière résurrection, ce ne sera pas seulement l'Allemagne. D'autres nations lui rejoignent et prêtent leur puissance et leur force à cet empire. La France en fera également partie. Le 2e chapitre de Daniel décrit la même chose, avec des symboles différents. Là, il est question d'une statue gigantesque qui dépeigne la succession des empires qui ont gouverné le monde. Ses pieds ont 10 orteils qui symbolisent les 10 nations qui composeront cette dernière incarnation de l'Empire romain. Et dans ce chapitre, on apprend que les pieds sont faits d'argile et de fer. Ils sont partiellement forts et partiellement faibles. Dans notre brochure Daniel dévoile l'Apocalypse, Monsieur Fleury a écrit « L'argile représente certaines des tribus perdues d'Israël, et Dieu veut les façonner et les modeler, voir par exemple Jérémie 18, 6. Mais Israël refuse. Ici, au sein de cette puissance de la bête, Israël est mélangé avec les nations. Elles s'unissent en cas d'urgence, mais leur unité ne durera pas. C'est un empire divisé. » Puis il écrit « Le fait que des nations d'Israël y soient mêlées, dont la France, rend cet empire faible. Il ne durera pas. » La France a une longue histoire de coopération avec le Saint-Empire romain. En fait, une grande résurrection de cet empire a vu le jour sous Napoléon. Alors, la France fera partie de ces 10 nations ou 10 rois qui prêteront leur soutien au Saint-Empire romain. Elle tournera le dos aux États-Unis et au Royaume-Uni. Elle se rangera du côté de ceux qui emmèneront Israël en captivité. Nous voyons déjà cela à travers la politique étrangère d'Emmanuel Macron. Il veut clairement rompre avec Washington afin que l'Europe devienne une superpuissance indépendante. Il en parle souvent. Et les JO nous montrent pourquoi les gens désirent cette rupture. D'où vient cette culture woke qu'on a vue lors de la cérémonie d'ouverture ? Elle a son origine aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ces deux ont une culture décadente. Alors la France se range de côté du Saint-Empire romain, un empire rival avec sa propre culture. Et les actions de Ruben, autrefois, ont présagé cette trahison. Dans Genèse 37, il est question de comment les fils de Jacob se sont retournés contre Joseph, le père de l'Amérique et du Royaume-Uni. Ruben, père de la France, essaie de les empêcher de nuire à Joseph, mais il manque d'autorité. Il est l'aîné, censé représenter son père.
Mais au lieu de s'opposer à leur plan, il trouve un compromis. Il dit à ses frères de ne pas tuer Joseph, mais de le laisser dans un puits. Ruben avait l'intention de revenir plus tard et le secourir. Mais dans son absence, les autres frères décident de vendre Joseph en esclavage, et Ruben ne dit jamais à Jacob, qui est dans la tourmente, que son fils vit encore en Égypte. Il laisse entendre que Joseph est mort. Dans notre numéro de mai et juin, M. Fleury écrit « Cette histoire est dans le contexte de la prophétie biblique du temps de la fin. Alors, cette histoire se répétera. Encore une fois, la France ne soutiendra pas Joseph, ou l'Amérique et le Royaume-Uni. Elle pensera que si elle fait un compris avec la bête et essaie d'adoucir la situation, ce serait mieux que d'essayer de résister inutilement. Mais dans son article, M. Fleury écrit « À un moment donné, l'Allemagne attaquera les États-Unis et le Royaume-Uni avec sa pleine force. Il y a beaucoup de prophéties qui en parlent. À ce stade, la France se demandera « Qu'avons-nous fait ?» Mais il sera trop tard. Lorsque la France verra la puissance de la bête, à laquelle elle aura prêté main forte, et lorsqu'elle reconnaîtra la dévastation totale à laquelle elle aura contribué, les Français comme Ruben seront sous le choc. Mais en fin de compte, la France laisse cela se produire. Et bien entendu, cela mène à un châtiment national pour les États-Unis et pour le Royaume-Uni. Même la France et l'Allemagne finiront par être punies. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Notre livre contient également de très bonnes nouvelles pour ces nations. Dieu châtiera toutes ces nations et le monde entier. Le monde entier affiche ses péchés, comme l'on a vu lors de la cérémonie d'ouverture. Ces péchés sont la cause du déclin national, de l'effondrement de la famille. Ils entraînent une énorme souffrance. Mais Dieu suscite le Saint-Empire romain, car cela s'inscrit dans son plan pour tourner le monde entier vers lui, toutes les nations. Vous avez besoin de comprendre ce plan, et notre livre gratuit, Les Anglo-Saxons selon la prophétie, vous aidera à le faire. Vous pouvez lire notre livre sur latrompette.fr ou commander une copie en papier, car ainsi vous pouvez étudier avec la Bible et tout prouver vous-même. Allez donc sur latrompette.fr, cliquez sur Littérature et sélectionnez Livres et brochures. Si vous avez une question, envoyez un mail à lettres@latrompette.fr. Nous serons bien contents de vous aider. lettres@latrompette.fr. Ne nous quittez pas, car lorsque nous reviendrons, nous jetterons un regard un peu différent sur les JO. Bienvenue dans notre émission. Nous avons parlé de la France, de son rôle dans le monde et de son rôle dans la prophétie biblique. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir Jérémy Jacques pour jeter un regard plus positif sur les JO. Bonjour Jérémy. Bonjour et merci pour m'avoir invité. L'apôtre Paul a été très inspiré par les Jeux ismiques, un parent antique des JO. Il décrit de nombreux parallèles entre ces Jeux et le chrétien moderne. Et je crois que vous travaillez actuellement sur un article qui aborde ce sujet. N'est-ce pas, Jérémy ? Effectivement. En ce moment même, à Paris, sur les pistes et les trampolines, dans des piscines et des rivières, sur des tapis de lutte et dans des vélodromes, les meilleurs athlètes du monde s'affrontent. Et ils participent, comme vous l'avez dit, à une tradition millénaire. Les Jeux olympiques ont vu le jour au 8e siècle avant JC à Olympie, en Grèce. Depuis lors, ils attirent l'attention des amateurs du sport et de la plupart des gens qui les ont vus. Les Jeux modernes transcendent les marchés sportifs et attirent l'attention du monde entier comme peu d'autres choses peuvent le faire. C'est en partie parce qu'ils donnent aux spectateurs le sentiment d'être connectés à une communauté mondiale, et en partie parce qu'ils offrent une sorte de microcosme fascinant de rivalité et de compétition nationale. Mais la principale raison pour laquelle tant de gens suivent les JO avec tant d'enthousiasme est qu'ils y découvrent l'athlétisme à l'état pur, le niveau inégalé d'athlétisme dont ces gens font preuve. Dans la Grèce antique, les Olympiens s'efforçaient d'imiter les caractéristiques des guerriers homériques. Beaucoup de ces premiers participants vivaient en temps de paix, mais ils étaient inspirés par les histoires qu'ils avaient entendues sur la force d'Ajax et la vitesse d'Achille, la vigueur d'Ulysse et l'excellence et la détermination d'hommes comme Diomède. Le désir des Grecs de faire preuve de ces idéaux guerriers, même en temps de paix, a poussé nombre d'entre eux à participer aux Jeux olympiques. Et là, par des exploits éblouissants, ils recherchaient la gloire sur le terrain de l'athlétisme plutôt que sur le champ de bataille.
Aujourd'hui, à l'ère de la technologie moderne, les athlètes s'efforcent vraiment d'éclipser les records. Et bien sûr, ils poursuivent toujours une excellence précise et exigeante. Leur quête d'excellence les oppose non seulement à leurs concurrents contemporains, mais aussi à tous les athlètes qui ont vécu et établi des records avant eux. Cette quête ambitieuse ne peut être entreprise sans un vrai esprit d'excellence. La recherche de ce type d'athlétisme d'élite est très inspirante. La Bible s'en inspire d'ailleurs pour enseigner aux chrétiens de profondes leçons. Au 1er siècle de notre ère, lorsque l'apôtre Paul écrivait ses épîtres, les Jeux isthmiques jouissaient d'une grande popularité. La familiarité de Paul avec les différents sports de compétition est à l'origine de certaines de ses analogies les plus efficaces. Tous les 4 ans, les Jeux isthmiques, dont vous venez de parler, se tenaient dans l'étroit isthme de Corinthe. Le commentaire Jamieson Fausset et Brown souligne que les analogies sportives de Paul auraient eu un impact particulier sur les membres de l'église de Corinthe, simplement parce que ces Jeux isthmiques se déroulaient à cet endroit. Le commentaire précise que les Jeux isthmiques étaient, pour les Grecs, une passion plutôt qu'un simple amusement. D'où leur pertinence en tant qu'image de la sincérité chrétienne. Ces compétitions étaient un sujet de fierté patriotique pour les Corinthiens, qui vivaient dans le voisinage immédiat. Fin de citation. L'apôtre Paul était donc bien au courant de ces jeux et de leur énorme popularité, et il a dit aux membres de l'église de Corinthe que la vie d'un chrétien est semblable à la recherche de la victoire qu'il voyait chez les coureurs qui participèrent à ces jeux. Dans 1 Corinthiens 9, verset 24, il écrit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. » Fin de citation. Paul a également souligné que les enjeux pour un chrétien sont beaucoup plus élevés que ceux d'un athlète. On lit au verset 25 « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. » Il souligne donc que les athlètes olympiques ne reçoivent que des médailles, qui finira par retourner à la poussière. Mais le chrétien se bat pour obtenir la vie, la vraie vie qui dure éternellement. Paul poursuit en expliquant qu'il s'est donné à fond pour ne pas manquer d'obtenir cette couronne incorruptible de la vie éternelle. Au verset 26 et 27, il écrit « Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. » Ces passages ne sont que quelques-uns où l'apôtre Paul a attiré l'attention de ses frères chrétiens sur les meilleurs athlètes de l'époque. C'est une analogie qu'il a souvent utilisée parce que ces athlètes, comme les concurrents d'aujourd'hui à Paris, débordaient de passion, de zèle et d'une volonté profondément enracinée de faire preuve dans leur sport d'excellence et de caractère, même si cela exigeait d'eux qu'ils soumettent leur corps aux régimes d'entraînement les plus ardus et qu'ils s'imposent une discipline personnelle. La Bible montre clairement que le zèle est fondamental dans la vie d'un chrétien. Vous pouvez le constater dans Ésaïe 59, verset 17, et il est clair que l'autodiscipline est une nécessité absolue pour quelqu'un qui s'efforce de vivre comme le Christ. Proverbe 25, verset 28, nous l'indique aussi. Dans Colossiens 3, verset 23, la Bible révèle également que les chrétiens doivent s'efforcer d'investir profondément leur cœur dans tout ce qu'ils font. Dans Matthieu 5, verset 48, nous apprenons que nous devons nous efforcer de devenir parfaits. Enfin, Philippiens 4 montre que le chrétien doit faire tout cela avec joie. Il est vrai que les compétitions olympiques peuvent souvent devenir le microcosme des rivalités entre nations et faire ressortir l'égoïsme et l'agressivité des athlètes. Mais cet athlétisme de classe mondiale peut aussi être l'occasion d'un zèle et d'une passion des plus nobles, et il peut mettre en évidence les sommets que l'esprit humain est capable d'atteindre. Alors, si vous avez rejoint les centaines de millions de spectateurs qui suivent les JO à Paris, j'espère que vous contemplerez l'autodiscipline dont ces athlètes font preuve dans leur quête pour se maîtriser eux-mêmes, et que vous réfléchirez à l'effort qu'ils font dans leur quête de l'excellence et d'une médaille. Surtout, considérez les parallèles spirituels. Merci beaucoup, Jérémy. Je pense que c'est une excellente perspective à adopter alors qu'on regarde ces jeux. Il y a tellement d'histoires qui regorgent de leçons pour la vie chrétienne lorsqu'on considère ce qui se passe même aujourd'hui. D'habitude, je ne regarde pas trop le sport, mais cela m'a fait penser que je devrais peut-être le regarder un peu plus. Je ne sais pas si vous avez vu le récit du Britannique Tom Pidcock, médaillé d'or au Japon l'année dernière,
dans la course de VTT. Cette année, il s'agit, je crois, d'une course de 4 km avec 8 tours. Lorsqu'il avait à moitié complété le 4e tour, son pneu est crevé. Il semblait que tout était perdu, mais il est assez incroyable, pas seulement en course, mais aussi pour réparer les pneus. Il l'a réparé, mais il restait toujours 40 secondes en retard sur le leader, ce qui, dans une compétition de niveau olympique, représente des kilomètres de retard. Il était à la moitié de la course, à 4 tours de l'arrivée. Il ne pensait pas qu'il allait gagner. Il ne pensait pas forcément qu'il allait rattraper son retard, mais il s'est dit « Eh bien, je vais m'efforcer de le faire, on doit au moins essayer. » Et c'est ce qu'il a fait. Il avait 40 secondes de retard. Il s'est battu avec acharnement. Dans le dernier tour, il a rattrapé le leader à quelques secondes près. Il semblait pourtant ne pas pouvoir le dépasser. Soudain, il a pris un virage où il y avait un arbre. Il en a profité pour prendre la tête et a fini par remporter la médaille d'or. C'était un moment absolument incroyable. Mais encore une fois, comme vous l'avez dit, et en pensant à votre perspective, c'est une grande leçon à retenir. Car des moments, on a l'impression d'être au plus bas. À quoi bon continuer ? Il n'est plus possible de remporter l'or. C'est impossible. Mais il s'est relevé, il a continué à aller de l'avant. Il n'a pas abandonné et il a fait un retour incroyable. Alors, Jérémy, merci beaucoup pour nous avoir aidés à considérer les JO selon cette perspective. Merci beaucoup pour m'avoir reçu. Alors, nous touchons maintenant à la fin de cette émission. Merci beaucoup pour nous avoir rejoints. Merci à Georges Haddad et Isaac Lorenz pour la production. Nous serons de retour vendredi. D'ici là, ne cessez pas d'observer votre monde.